Il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité de la matinale, invité politique, est Camille Corret. Elle est adjointe au maire de Lamballe-Armor, secrétaire fédérale du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Elle est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir encore Voilà. une fois. C'est la 3e fois que je viens, je crois. Oui. Voilà. Un plaisir. J'accepte toujours avec grand plaisir de venir. Eh bien, on vous en remercie. On va parler de politique ce matin. Alors, c'est dur de se mettre en jambe après la chronique de Christophe Hamon. On va redevenir sérieux et on va parler. Christophe faisait tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, allusion aux femmes. Et les femmes ont gagné, je pense, une très grande bataille aujourd'hui, puisque les sénateurs ont voté la possibilité que soit inscrite à la Constitution l'IVG. Est-ce que c'est un combat de longue haleine qui a déjà été gagné quelque part avec les lois sur l'IVG, avec Simone Veil, mais là on grave dans le marbre cette possibilité pour les femmes d'avoir recours à l'IVG et ça ne bougera pas? C'est une belle victoire. Je suis une fervente défenseuse des droits des femmes. En tant qu'élue, en tant que femme, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je m'investis énormément, d'ailleurs, par rapport à ça. Par rapport à toutes les femmes, et effectivement, c'est une victoire. C'est une victoire. Alors, effectivement, là, on parle de la liberté de recourir à l'IVG. Ça fait tout un tas de débats, bien évidemment, autour de ça. Le choix des mots a toujours été un peu la question principale autour de cette thématique. Mais le fait est que ce droit fondamental qu'a les femmes, effectivement, va rentrer dans la Constitution. Et c'est une vraie victoire parce qu'il était encore menacé. C'est un droit qui était encore menacé. On l'a vu la semaine dernière, dimanche dernier, dans cette grande émission dont je ne citerai pas le nom, mais dont tout le monde a entendu parler, effectivement, où l'IVG était quand même comparé à une forme de meurtre, en fait, quelque part, en comparaison au cancer et des causes comme cause de mortalité, mais également par rapport au tabac. Ça n'est pas possible en 2024. Les femmes, l'IVG n'est pas une cause de mortalité. C'est un droit. Je veux dire, toutes les femmes ont le droit de pouvoir choisir pour leur corps, de recourir à cela. La société aussi amène à ce qu'il y ait des choix qui se fassent. Donc, on se doit de respecter ce choix. Et effectivement, il était temps que ça soit entré dans la Constitution parce que, toute proportion gardée, mais on voit bien que dans d'autres pays, ça a reculé. En fonction des gouvernements que nous aurions pu avoir et que nous aurons peut-être, malheureusement, c'est un droit qui aurait pu être remis en cause. Et là, il y aurait eu vraiment des questions à se poser, notamment sur les morts que cela aurait engendré. On est quand même sur 45 000 décès dans le monde l'année dernière par rapport à des IVG qui n'ont pas été faits dans de bonnes conditions parce que ce droit n'était pas accordé. Avec quand même aujourd'hui une évolution dans les mentalités, on constate quand même qu'aujourd'hui la société française est quand même dans son plus grand ensemble pour l'IVG et que les générations passant, ce n'est plus un problème. Mais pourtant, effectivement, il y a ce risque, vous le soulignez Camille Corret, de voir l'IVG reculer. Dans le monde, il y a des pays pour des questions politiques, religieuses parfois aussi, qui ne veulent plus entendre parler d'IVG. Tout à fait, et nous sommes dans une circonscription où notre député, le député de notre circonscription, a voté contre l'entrée de ce droit dans la Constitution, pour des questions, somme toute, religieuses, on le sait. Je pense que on a tous nos croyances, attention, je ne vais pas juger les croyances de chacun. Mais là, on parle d'un droit de femme, donc qui concerne en plus les femmes, sur l'intégrité aussi du corps des femmes. Et je crois qu'à un moment donné, les croyances et les religions ne doivent plus rentrer dans des débats comme ceci, parce que on passe à autre chose. Et on voit bien que de toute manière, ce qui amène aussi à des conflits, ce sont toujours ces questions de religion.
Donc il faut aussi qu'on arrive à dépasser ça. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le 8 mars arrive, avec une histoire aussi, avec tout ça. C'est aussi la victoire au-delà des femmes de maintenant, des femmes de France. C'est aussi donner de l'espoir aux femmes du monde, j'ose l'espérer. Et voilà, ça arrive effectivement avant le 8 mars. Je trouve que c'est une belle symbolique, effectivement. Et puis, mais le combat n'est pas terminé pour les femmes de manière générale. Par rapport à toutes ces questions-là, quoi. Alors il y a aussi des violences faites aux femmes, hein, on en parle beaucoup, la parole s'est libérée, on a eu le mouvement MeToo, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'affaires en cours, hein, on les suit ces affaires dans l'actualité. Il y a aussi un MeToo garçon qui vient d'émerger, les hommes aussi libèrent leur parole. Et est-ce qu'on est à un tournant finalement de ces violences physiques, parfois sexuelles aussi? Est-ce qu'on est à un tournant? Est-ce que la parole pourrait changer beaucoup de choses finalement aujourd'hui? Je pense que la parole, de toute manière, quel que soit le sujet, la parole est nécessaire. On dit que ça va toujours mieux en le disant, qu'importe le sujet, mais effectivement, il faut en parler. Ça n'est pas si simple. On voit bien effectivement MeToo, Judith Godrèche qui a osé s'exprimer. Elle a aussi été confrontée au silence face à ça. Elle est confrontée aussi aujourd'hui à une forme d'ostracisme. On dit voilà, elle a attendu pour parler. Pourquoi elle l'a pas fait avant? Parce qu'en fait, parler de violence, c'est compliqué. C'est compliqué d'admettre aussi soi-même qu'on a été victime de violence. Et quand on voit que la société ne le reconnaît pas forcément, c'est encore plus compliqué. Autour de vous, vous avez toujours des gens qui vont vous soutenir, c'est bien, faut dire. Mais quand vous l'exprimez publiquement, que vous affirmez les choses, finalement, le soutien, il n'est pas si clair. C'est encore compliqué d'avoir un vrai soutien de la société. Donc, effectivement, il est important de ne pas lâcher, de continuer à l'exprimer, à le dire, à oser dire « moi j'ai été victime de ça, moi j'ai été victime de ça ». Oui, j'en ai pas parlé parce que je me sentais pas prête, parce que j'avais honte, parce que c'était compliqué. Mais là, je vois qu'il y a des femmes qui le font, alors j'ai envie de le faire. Et c'est aussi toute cette mouvance, cet entraînement de solidarité qui va faire en sorte que les femmes et les hommes, effectivement, puissent en parler. Parce que les femmes victimes de violences, effectivement, c'est une majorité de femmes. Mais il y a des hommes qui sont victimes de violences. Et il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Et notamment, effectivement, on le voit sur le MeToo homme, c'est aussi relatif souvent au cinéma, voilà, tout ce qui est toute cette sphère-là. Des milieux particuliers. Des milieux particuliers, mais en même temps, vous voyez, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont aussi victimes de ces violences-là, garçons et filles, dès tout petits. Et ça, la société, je pense, n'en a pas encore suffisamment conscience. Moi, je suis aussi travailleuse sociale. Les situations terribles, j'en vois tous les jours. J'en entends, j'en écoute, j'en accompagne. Il y a vraiment encore énormément de travail à faire et il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent davantage et notamment au niveau de la justice. Que ce soit femmes, hommes, il faut que ce soit de la justice. Il faut une meilleure protection, il faut une meilleure écoute. Il faut que les plaintes, elles soient effectivement davantage entendues et soutenues pour éviter aussi des féminicides. On est quand même à 31 féminicides depuis le début de l'année. Sans doute des féminicides pour la majorité qui auraient pu être évités. Parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu ça a été signalé et ça n'a pas été plus loin. Il y a eu 900 féminicides depuis que nous avons notre président en place. 900 féminicides. C'est énorme. Donc il y a quand même encore un gros travail et effectivement, il faut en parler. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux femmes et aux hommes, majoritairement aux femmes, c'est d'aller porter plainte. Même si on a peur, même si on ne sait pas ce que ça va donner après, on porte plainte. Et puis, il existe aussi des associations. Moi, je m'investis de plus en plus, notamment avec le CIDF, qui accompagne aussi les femmes. La gendarmerie est en capacité de le faire. Il y a des travailleurs sociaux aussi qui existent. Il y a des associations. Les collectivités aussi sont là pour accompagner, soutenir et protéger les femmes victimes de violences. Mais il faut libérer la parole pour pouvoir faire avancer les choses de plus en plus. Il y a un réel enjeu par rapport à ça et c'est pas encore gagné. Mais voilà, les langues se délient de plus en plus et je trouve que c'est vraiment important, ça donne de l'espoir.
Moi, je sais que j'ai commencé à travailler aussi avec des associations, une association parisienne, sur toutes ces questions-là, sur comment on s'en sort aussi, quelle est peut-être la vie après, et comment on peut aider les autres aussi dans ces conditions-là, quoi. Et il fallait qu'on en parle ce matin, Camille Corré. On a bifurqué un petit peu par rapport à la politique, mais finalement on n'est pas si loin que ça de la politique. Finalement, c'est aussi la politique doit accompagner les citoyens, les citoyennes. Tout à fait. Et voilà. Alors justement, on va parler un petit peu. Vous êtes aussi élu, je le disais en commençant. On va donc parler de politique. Aujourd'hui, on a un climat social difficile, avec par exemple la suppression des ASS. On en parle beaucoup sur cette antenne, l'allocation spécifique de solidarité. Le dernier recours avant de ne plus rien avoir. Gabriel Attal, le Premier ministre, visite aujourd'hui France Travail, ça s'appelle comme ça désormais, et a dit finalement qu'il fallait mettre toute la France au travail. Est-ce qu'on peut mettre toute la France au travail? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont encore en capacité de travailler alors qu'ils sont déclassés? Non, tout le monde ne peut pas travailler. J'en suis convaincue. Là encore, ça va être mon expérience d'élu, effectivement, où on voit, on accompagne les gens, mais de professionnels également. Toutes les personnes ne sont pas en capacité de travailler, parce que la vie fait qu'elles ne le sont pas. On parle... Il y a cette question de santé mentale. La santé mentale et l'environnement sociétal, effectivement, l'évolution aussi fait en sorte que les maladies mentales se développent de plus en plus. Et la maladie mentale, majoritairement, empêche le travail. Avec aussi un système de santé qui n'accueille plus ou pas bien les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Exactement. C'est-à-dire on est vraiment sur un cercle vicieux. Le manque de moyens pour accompagner la maladie mentale fait que ces personnes-là ne peuvent pas du coup s'inscrire dans des cheminements vers l'insertion. Alors il y en a qui arrivent parce qu'on a la chance d'avoir des associations d'insertion qui travaillent là-dessus. On en a à Lamballe, il y en a à Dinan, il y en a à Saint-Brieuc, etc. À Daléa, Peinture Action, toutes ces associations qui accompagnent vers l'emploi avec effectivement des emplois du temps très adaptés. Et c'est fantastique. Ça permet aussi de pouvoir retrouver de la confiance en soi. Parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est aussi des gens, pour la majorité des personnes qui ont cette difficulté à aller vers l'emploi, c'est aussi la confiance en soi. C'est d'avoir été échaudé dans sa vie. C'est de ne plus savoir trop ce qu'il veut faire. Et donc, c'est comment on accompagne ces personnes-là. Mais il y a des personnes qui ne sont pas capables. Et ce sont souvent des personnes qui sont aussi reconnues en situation de handicap, de ce fait. Mais là encore, on se confronte aussi à des difficultés. Et puis, on ne peut pas travailler... Pour travailler, il faut du sens quand on travaille. Parce que si on fait son travail et qu'il n'y a pas de sens, du coup, ça ne devient qu'alimentaire et financier. Et vous me direz, dans la société aujourd'hui, on est obligé, parce qu'avec l'inflation, il faut bien qu'on gagne notre vie. Mais même en le faisant, c'est parfois compliqué. Mais si on veut que les gens aient envie d'aller travailler, il faut que ça ait du sens pour eux. Il faut qu'ils aient la motivation de le faire. Donc comment on accompagne ça? Ça n'est pas en imposant d'aller travailler obligatoirement à tel ou tel endroit qu'on va faire évoluer les choses. Ça n'est pas en supprimant un droit qu'on va faire évoluer les choses. Les droits mis en place par France Travail, qui s'appelle maintenant comme ça, les gens vont se perdre au bout d'un moment à force de changer les noms d'ailleurs. Ce sont des droits aussi qui permettent d'accéder à l'insertion, à la formation, etc. Donc quand on supprime, c'est-à-dire qu'effectivement, ils n'auront plus de ressources. Mais la précarité qui va générer va être terrible. Les gens n'auront plus les moyens de se former. On le voit. Les plans de formation qui vont du coup diminuer au niveau des financements. Les gens vont devoir avoir des restes à charge. Mais s'il n'y a pas d'aide à côté, les gens ne pourront pas se former, se reformer. Est-ce que c'est un retour en arrière finalement? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Je ne sais pas si c'est un retour en arrière. Oui, certainement, parce qu'effectivement, toutes ces aides-là ont été mises en place pour aider à l'insertion, à mon avis. On n'est pas là pour faire en sorte que les gens ne travaillent pas du tout. Pour moi, ces aides-là, c'était aussi pour permettre l'insertion, de se reformer. Là, on va générer de la précarité pour moi.
Avec aussi un corollaire. Alors on fait signe, c'est mon réalisateur qui dit on entend votre téléphone qui fait des petits bruits d'interférence avec le micro. Alors voilà, on va juste l'éloigner, ça c'était le petit message de service. Camille Corré, on voit aussi que cette précarité va se déplacer par exemple vers les départements. On sait que avec la disparition des ASS par exemple, c'est le RSA qui va prendre le relais avec ces fameuses 15 heures de travaux obligatoires, je ne sais pas comment on peut les appeler, les nommer. Là aussi, on a des départements qui sont à la peine parce qu'ils ont, ces départements, la charge du social. Alors, avec tout ce que ça implique, on va leur ajouter une charge supplémentaire. Est-ce que ça inquiète aussi les élus, l'élu que vous êtes également ? Ça inquiète parce qu'effectivement, l'ensemble des collectivités sont toutes dans des difficultés financières. Qu'on se le dise, la population est touchée par l'inflation, c'est une réalité. Les collectivités le sont énormément. Parce que l'augmentation des fluides, parce qu'on est quand même à budget constant et ça n'augmente pas. Parce que du coup, mener nos politiques, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire des choix d'investissement et c'est très compliqué. Et le département qui, lui, a la charge, effectivement, de tout ce qui est compétence au niveau du social, qui est déjà en grande difficulté, et notamment sur tout ce qui est trait à la protection de l'enfance, toutes ces questions-là, qui sont très complexes, avec des besoins énormes, qui ne sont pas forcément soutenus d'un point de vue national, effectivement, va se retrouver avec encore devoir financer, parce que le RSA, du coup, ça va effectivement se reporter sur le RSA, et ils n'auront pas davantage de compensation financière pour le faire. On peut imaginer qu'il va falloir faire des choix. Ce qui est cruel, évidemment. Malheureusement, je pense qu'il faut faire des choix dans ces conditions-là. Le problème, c'est que quel choix faire ? Parce que, je veux dire, dans une société, qu'importe les collectivités, les compétences, elles ont une nécessité. Donc, quels sont les bons choix ? Après, moi, je suis à dire qu'on ne peut pas faire des choix sur l'humain. Femme de gauche, élue de gauche, l'humain doit être une priorité et la condition de vie, en tout cas pour permettre la dignité de l'être humain, on ne peut pas faire de concession là-dessus. Mais c'est une vraie question. Et comment le gouvernement, lui, va pallier à ses choix pour faire en sorte que la situation ne se dégrade pas davantage. Et puis, je veux dire, ces heures d'obligation, mais comment ils vont être accompagnés, ces personnes-là ? Il va falloir trouver des personnes sur l'insertion, etc., embaucher, générer des salaires. Qui va financer tout ça ? Qui va permettre de pouvoir le faire ? Parce qu'on ne peut pas dire, vous n'avez plus la SS, vous aurez le RSA qui est franchement assez bas, soyons clairs, mais vous allez devoir travailler 15 heures, ok. S'il y a des enfants, famille monoparentale, il n'y a pas de possibilité de faire garder. Comment on fait ? Il y a toutes ces questions-là. Tout ça a un coût. Un coût humain, mais un coût financier également. Exactement, tout à fait. Voilà, alors on va suivre évidemment le dossier et attendre l'expression du Premier ministre. On voit aujourd'hui aussi une grande colère dans la société, et là ça nous amène directement à la politique, puisqu'il y a cette montée importante des intentions de vote pour le Rassemblement national. On en parle beaucoup sur cette antenne, mais c'est important de comprendre le mécanisme. On voit aujourd'hui des gens désespérés, on le voit dans le monde de l'agriculture, qui est en crise aujourd'hui également. Des intentions de vote qui montent pour le Rassemblement national à 100 jours à peine des élections européennes. J'imagine, vous faisiez référence à vos engagements de gauche, Camille Corré, femme de gauche, j'imagine que c'est quelque chose qui vous inquiète. Bien sûr, là encore, on parle de la précarité et de toute cette charge mentale qui arrive sur l'ensemble des travailleurs. Les agriculteurs, on le voit. C'est un métier très difficile, éreintant, avec effectivement des résultats qui sont compliqués. Ils ont une charge administrative énorme. Ils doivent aussi être sur leurs exploitations pour avoir à la fin du mois pas grand-chose. Les retraites, n'en parlons pas, c'est dérisoire ce qu'ils ont en retraite. Comment vivre dans de bonnes conditions alors que l'agriculture nourrit l'ensemble de la planète ? En tout cas, l'ensemble des Français, notamment, on ne peut que s'inquiéter de ça. Le taux de suicide est terrifiant, les dépressions sont terrifiantes. Et ça, on parle de l'agriculture, mais beaucoup de domaines sont touchés par cette problématique. C'est-à-dire que je constate quand même que
tous les métiers qui ont une nécessité quotidienne pour la population sont ceux qui sont les moins payés. Ceux qui sont les moins bien payés, ceux qui sont confrontés au quotidien aux difficultés quelles qu'elles soient, sont celles et ceux qui sont les moins bien payés. Et qui se retournent souvent, là je ramène un peu la question à la question politique, pardonnez-moi, mais ce sont ceux souvent qui se tournent vers les extrêmes. On entend beaucoup de gens qui disent on a essayé la gauche, on a essayé la droite. Bon, pourquoi pas Madame Le Pen, par exemple? Oui, bien sûr. Et ça, c'est... l'extrême droite est très, très fine là-dessus, sur la communication et la manipulation par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils, finalement, ils en disent pas trop. Donc, ça fait planer un certain doute, c'est un côté un peu rassurant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de promesses de tenue. Et les gens sont déçus, les gens ne savent plus, les gens ont envie d'essayer d'autres choses. Et c'est pas faux d'exprimer le danger que cela représente, parce qu'effectivement, tous ces droits, toute cette ouverture, toute cette humanité, toute cette solidarité va disparaître si c'est un gouvernement tel que celui-ci qui arrive au pouvoir. Et là, il y aura de vraies problématiques, une vraie précarité. Sur la question de l'immigration, on peut en parler, parce qu'effectivement, c'est aussi leur premier cheval de bataille. Alors voilà, aujourd'hui, on a dans nos rues, que ce soit à Lamballe-Armor, à Saint-Brieuc ou ailleurs, beaucoup on dit de migrants, de réfugiés, au choix du terme, qui viennent ici en France. Alors on ne sait pas toujours quoi en faire. On a beaucoup de jeunes dans les rues parce que voilà, ils arrivent en masse et on est un peu débordé par ce flux migratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut repenser au niveau de l'Europe, justement, ces flux migratoires, essayer de mieux accueillir ceux qui viennent sur notre territoire? Est-ce que c'est une politique réelle et urgente à mettre en place? Bien sûr qu'il faut mieux les accompagner et les accueillir. Maintenant, j'ai un peu peur avec la loi immigration, parce que là, encore une fois, ça va générer beaucoup de précarité, énormément de précarité. Faut préciser aussi, souvent ces jeunes tombent dans la violence. On dit, voilà, on voit les faits divers relayés par les journaux, les télévisions. Ils tombent dans la violence ou dans la drogue ou dans le trafic de drogue, parce que finalement, ils n'ont pas d'autres issues. Et pas que. En fait, effectivement, c'est toujours une population qui est stigmatisée, mais vous avez aussi des Français nés en France qui aussi tombent là-dedans. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser. Et en fait, on a aussi énormément... on a la chance sur notre territoire quand même d'avoir pas mal d'associations qui accompagnent. Bon, on a effectivement, d'un point de vue légal, on a le CADA. Puis après, on a toutes ces associations, la CIMAD, l'ASTI, les associations d'insertion qui accompagnent aussi, qui aident à l'ouverture des droits, etc. Ça c'est du concret. Et on voit que quand ils sont accompagnés dans de bonnes conditions, soutenus, reconnus dans leur statut, parce qu'ils quittent quand même, je veux dire, ils quittent pas leur pays de gaieté de cœur parce que tout va bien, ça se saurait. On le voit dans des pays où c'est la guerre, on l'a vu pour l'Ukraine. Les pays d'où ils partent, c'est la guerre. Depuis des années, on n'en parle plus. Sauf que c'est la guerre, c'est la famine, c'est des meurtres, c'est terrible comme situation. Parfois des persécutions religieuses ou aussi politiques, parfois même sexuelles, on le voit pour certains pays. Tout à fait. Et donc, comment on les accompagne? Parce que si on accompagne dans de bonnes conditions, si on soutient dans de bonnes conditions, on en fait aussi des citoyens qui vont avoir envie de s'investir, qui vont aussi nous apprendre des choses. Et quoi de plus enrichissant que d'apprendre des autres et des cultures des autres pour pouvoir nous évoluer et imaginer autrement. Moi, je trouve ça très enrichissant. Je suis ravie, moi, que sur notre territoire, on accompagne et on accueille toutes ces personnes-là, tous ces mineurs qui ont besoin de soutien. Est-ce que c'est facile pour une ville comme Lamballe-Armor, justement, de pouvoir accueillir, là encore, dans de bonnes conditions? Ça, j'imagine qu'il y a aussi un aspect financier évidemment important, puisqu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent, alors que ce soit, je parle de Lamballe-Armor parce que vous y êtes élu évidemment, mais on pourrait parler de d'autres villes dans les Côtes-d'Armor, et puis on voit ce rejet aussi quelque part. Est-ce qu'il est ressenti aussi à Lamballe, ce rejet de ces jeunes ou moins jeunes qui arrivent, ou de ces familles? Pas à Lamballe. Je crois que Lamballe, depuis très longtemps, a été une ville d'accueil. Et ça a été soutenu, en fait, politiquement. Et il y a toujours eu des solutions de trouver, dans de bonnes conditions pour les accompagner. On a effectivement aussi des grosses entreprises d'agroalimentaire qui accueillent aussi, qui font venir ces personnes. Parce que,
elles permettent aussi de réaliser du travail et de faire fonctionner l'économie. C'est important de le dire. Là où la main-d'œuvre, j'allais dire territoriale ou française, fait des fois défaut. Exactement. Ils font le boulot. Il y a toujours été effectivement des accompagnements très simples à l'emballe, ça a toujours bien fonctionné. Nous, effectivement, la ville ne peut pas toujours tout porter, c'est compliqué financièrement d'accompagner, on le fait dans la mesure du possible, on soutient. Et du coup, on travaille avec les associations pour effectivement permettre d'avoir une organisation qui soit vraiment très adaptée, très bien accompagnée. Donc c'est vraiment un gros travail de partenariat sur le territoire. Et chez nous, ça fonctionne très bien et j'en suis ravie. Je trouve que c'est une belle réussite sur un territoire comme le nôtre que ça fonctionne en fait, d'avoir cet engagement et ça ouvre aussi à la solidarité. On a, pour compléter et pour terminer là-dessus, on a une super MJC à Lamballe. Voilà, moi j'adore travailler avec eux parce qu'il y a une vraie solidarité et ils travaillent aussi, ils accompagnent, ils nous permettent de les accompagner dans de bonnes conditions, d'accompagner les associations dans de bonnes conditions et eux aussi permettent cette inclusion-là dans de bonnes conditions avec cette ouverture d'esprit, avec la population aussi qui, de plus en plus, effectivement, participe à des événements où il y a toutes ces personnes-là qui arrivent de plusieurs territoires et je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Il faut qu'on continue sur cette dynamique-là. Un dernier mot, il nous reste 3 petites minutes. On va parler de grande politique. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'expressions, là encore, du président de la République cette fois-ci, qui s'est exprimé autour de l'Ukraine. Ça a lancé quand même en France, si on suit les réseaux sociaux, même si ce n'est pas parole d'évangile, on s'aperçoit quand même que les gens sont très angoissés. Les Français, les Bretons, même peut-être les Lambalais, je ne sais pas, sont très angoissés. Voilà, on parle de guerre, de troisième guerre mondiale. Est-ce que le président était trop loin dans son expression ? Je ne sais pas s'il a été trop loin. Je pense que il s'est exprimé comme sans doute on lui a exprimé les choses au niveau de l'Ukraine également, cette nécessité. Et effectivement, il y a une nécessité qu'on intervienne d'une manière ou d'une autre. Maintenant, effectivement, la crainte, je veux dire, l'Ukraine n'est pas très loin de la France. On sait aussi, Poutine, que c'est quand même pas un homme politique en qui on peut avoir confiance et qui a souvent menacé des représailles envers les pays qui oseraient, en tout cas, soutenir un peu trop fortement l'Ukraine et effectivement cette volonté de victoire de l'Ukraine. Il a fait hier soir d'ailleurs Vladimir Poutine en disant attention, nous avons l'arme nucléaire. C'est quand même anxiogène. C'est très anxiogène et ça, depuis le début de la guerre, il le dit. C'était un homme dangereux. On le voit, les funérailles aujourd'hui d'Alexeï Navalny, où il y a quand même beaucoup de craintes. C'est quand même très inquiétant. On craint qu'il y ait des arrestations de soutien de Navalny. Tout à fait. Je pense que c'est une situation terrible. Donc je comprends que effectivement les Français puissent avoir cette crainte. Maintenant, on se doit aussi d'avoir une forme de solidarité. Laquelle ? Ça se réfléchit, mais il nous faut une forme de solidarité, à mon avis. On a beaucoup parlé de social ce matin. Camille Corré, autour du micro de Bretagne 5, ça fait partie de la politique. On avait envie d'entendre votre voix autour de ces sujets. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Il y a encore plein de sujets, mais vous reviendrez. On parlera de l'Europe la prochaine fois, c'est promis. Vous reviendrez au micro de la matinale de Bretagne 5. Je rappelle, voilà, le temps d'éclaircir sa voix, ça c'est du direct. Camille Corré, adjointe au maire de Lamballe-Armor, également secrétaire fédéral du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Un dernier mot, il va bien le Parti socialiste ? Il se prépare pour les européennes ? Il se prépare pour les européennes. On a une fédération qui est plutôt dynamique. Vous avez reçu Antoine Ravard la semaine dernière au Liqueur. Au Liqueur. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.